Ah, nous voilà encore une fois sur la route. Dans le brouillard, la pluie, le soleil, bref, la météo des vacanciers québécois de 2023. Cette fois, nous sommes en chemin pour le Nous sommes en chemin pour le Fèvre. Nous nous rendons à la magnifique ferme et élevage Vermeil, où nous y trouvons une belle petite grange, un beau plan d'eau, un magnifique jardin biologique fait par la propriétaire elle-même, ainsi que de la petite volaille et de la grosse volaille. Oui, elle est très grosse là. Non, hey, lâche la caméra. Lâche, non, lâche. OK. Allons à l'intérieur au plus vite faire l'entrevue. Bonjour et bienvenue à une autre émission de Zone d'inconfort, l'émission où je sors de ma zone de confort pour que vous puissiez rester confortablement dans la vôtre. Cette semaine, on touche un sujet d'envergure mondiale. On entend parler de plus en plus là, sur les réseaux sociaux, les médias. C'est souvent associé à des mouvements environnementalistes pour des raisons qu'on va apprendre un petit peu plus tard dans l'émission. Nous allons non seulement parler d'entomologie, qui se trouve dans le fond à être l'étude des insectes, mais on va également, littéralement, y goûter. Véronique, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui à la ferme Vermeil. Je tiens à souligner là, pour tout le monde à la maison que la ferme Vermeil était à un moment ou un autre producteur en fait d'insectes comestibles pour les humains, mais ne l'est plus. Par contre, Véronique a eu la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui sur sa ferme tout de même pour parler de sa passion de long et dans large et nous aider à faire une petite dégustation également. Parlons un peu de ta ferme pour nous mettre en contexte. Bien, en fait, Élevage Vermeil, ça existe depuis 2016, mais j'étais quand même dans l'élevage avant ça, mais sans être sous forme d'entreprise. Donc, le projet initial, c'était vraiment une ferme d'élevage biologique, Okay. donc avec principalement de la volaille, du canard, du poulet et également l'élevage d'insectes qui se joignait là, à cet élevage-là. Et puis, comme on va en parler tantôt, bien, les opérations ont changé avec les années, mais à la base, c'est ça, c'est une petite ferme d'élevage ici à Lefebvre. Mais explique-moi comment, à quel point vous décidez, bon, nous, on va élever des ténébrions. Pour les gens à la maison, des ténébrions, là, c'est, rappelez-vous que, je sais pas, dans le temps, votre grand-mère vous a demandé d'aller chercher de la farine dans le fond de l'armoire, puis là, vous pelletiez ça là, dans le plat pour votre grand-mère, puis là, d'un coup, il y avait quelque chose qui grouillait un petit peu dans le fond de la farine, là. Mais ça c'est un ténébrion. Oui. Bref, explique-moi pourquoi ténébrion. En fait, c'est arrivé un peu par hasard. On avait commencé le projet d'entreprise, puis moi, je donnais des ténébrions déshydratés à l'occasion à mes poules, puis c'est quelque chose qui était une belle gâterie super nutritive, puis c'était quelque chose qui faisait partie de leur alimentation régulière. Pour des poules. Pour des poules, pour les animaux, exactement. Puis à un moment donné, pour le plaisir, je m'étais commencé un tout petit élevage avec des petits bacs à tiroirs pour mes poules. Et là, quand est venu le projet d'entreprise, puis la réflexion au projet d'entreprise, je me suis dit, si je veux continuer à leur donner des insectes, je vais devoir les certifier biologiques, parce que tout ce qu'on donne aux animaux d'élevage bio doit être certifié bio. Okay. Donc, un peu naïvement, je me suis dit, mais pas de problème, je vais faire certifier les insectes en même temps. Et quand j'avais travaillé avec mon conseiller là, pour le démarrage d'entreprise, lui est arrivé avec ce point-là qui a vraiment surligné comme quoi c'était vraiment quelque chose de super unique. Moi, je voyais ça un peu banal, mais lui, il voyait ça vraiment comme un point, quelque chose, une différenciation pour l'entreprise. Donc, c'est arrivé un peu comme ça, un peu par hasard. Donc, j'ai ajusté l'élevage, j'ai grossi l'élevage, je l'ai inclus dans mon plan biologique, puis c'est comme ça que ça a commencé. OK. Puis dis-moi, pourquoi des ténébrions et non des grillons ou un autre insecte? Mais en fait, l'avantage du ténébrion, c'est qu'il est très facile d'élevage. Il n'y a pas besoin d'équipement particulier. Okay. Le grillon, la mouche soldat, c'est des insectes qui vont voler ou sauter, qui vont se déplacer. Tandis que le ténébrion, bien, lui, va vivre dans des bacs. Donc, c'est très facile à élever justement dans des étagères ou dans des installations qui sont de petite superficie, on peut les empiler facilement. Donc, pas besoin de gros investissements pour démarrer. Okay. C'est aussi un insecte qui pardonne beaucoup parce que son cycle de croissance est très long. Donc, okay. Si on a une semaine ou deux où on est un peu moins dédié à notre élevage d'insectes, bien, ça va pas trop se répercuter là, sur notre productivité. Donc, c'est un insecte qui est plutôt facile à élever pour débuter. Tu as mentionné des mouches soldats? Oui, la mouche soldat. C'est quoi ça? C'est une mouche, comme son nom l'indique. Ouais. La mouche soldat, c'est sa variété. C'est une très grosse mouche qui va pondre. Puis son cycle de reproduction est très rapide. Puis c'est la larve qui va être consommée par les animaux. Donc, en 10 jours, on est capable d'avoir des larves prêtes à donner. L'avantage de la mouche soldat, c'est qu'elle mange vraiment n'importe quoi.
Donc, elle va manger vraiment des déchets. Donc, pour un optique de valorisation des matières résiduelles, la mouche soldat, c'est vraiment la championne là-dessus. Par contre, ben, c'est une mouche, ça nécessite des volières, ça nécessite des équipements. Mais voilà, c'est une autre variété qui est élevée là, ici au Québec. Puis ça, c'est plutôt pour nourrir les animaux, là. Oui, exactement. Elle n'est pas homologuée au Canada pour alimentation humaine. Comment s'appelle cette initiative-là de manger des insectes qui se passe présentement, là? C'est de l'entomophagie que ça s'appelle. Donc, entomo pour insectes, puis phagie pour se nourrir d'insectes. Ouais. Puis, c'est pas une tendance nouvelle. Il y a 1 milliard de personnes sur Terre qui mangent des insectes sur une base régulière, mais plutôt Amérique du Sud, Afrique, Asie. Donc, en tout ce qui est Amérique du Nord, en fait, tout le nord de l'équateur, on n'est pas trop habitué. C'est là plus que là, la tendance arrive. Là. Mais il y a 1 milliard de personnes sur Terre qui en mangent de manière régulière, banale, si on peut dire. OK. Oui. Donc, beaucoup plus de monde qu'on peut le penser, là. Oui. C'est quelque chose, comme tu dis, qui est quand même assez répandu au niveau de la planète, mais beaucoup moins en Amérique du Nord. Pourquoi, soudainement, un gros intérêt vers là, les insectes, vers Entomophagie. entomophagie? Oui. Pourquoi ce soudain là, intérêt là, planétaire? Là, Bien, pour ça? en fait, l'intérêt a commencé beaucoup plus en Europe, où les enjeux environnementaux sont beaucoup plus avancés qu'ici au Canada puis au Québec. Parce qu'à la base, manger les insectes, c'est vraiment parce qu'il y a un avantage environnemental en termes de production, donc de production de protéines, qui a un faible impact écologique. Justement, comme je disais tantôt, on peut récupérer des matières résiduelles, ça ne consomme pas beaucoup d'eau, pas beaucoup d'espace, versus du gibier, du bétail. Donc, par contre, bien, c'est de la protéine qu'on produit. Donc, c'est vraiment commencé en Europe, cet engouement-là. Puis évidemment, le Canada a suivi. Là. Les entrepreneurs, entre autres, ont vraiment embarqué dans le projet pour tous les avantages puis l'innovation qu'il peut y avoir dans ce domaine-là. Là. Donc, parle-moi un peu des produits présentement qu'on a au Canada, justement, là, de ce côté-là. Là. Bien, en fait, il y a des produits certains qu'on va importer. Il y en a très, très peu, là. Mais par contre, la plupart vont être produits ici. Donc, ici, ce qu'on produit au Canada principalement, donc, c'est du ténébrion, du grillon et de la mouche soldat noire pour alimentation animale. OK. La différence, parce qu'il y en a qui sont homologués par Santé Canada et l'Agence d'inspection des aliments pour les animaux, et il y en a d'autres qui vont être homologués pour consommation humaine. À ce niveau-là, moi, quand j'ai commencé en 2016, la législation était beaucoup plus permissive. C'était un peu dans un flou, donc c'était facile pour moi de démarrer puis d'avoir mes produits. Et là, est arrivé, je pense, 2017, si je ne me trompe pas, que la norme a été mise un peu en attente du niveau canadien pour dire on va reviser la norme. Okay. Et là, on est en 2023. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancement, donc c'est compliqué en ce moment d'avoir des nouveaux insectes. Il faudrait comme prouver que l'insecte est sans danger, même s'il est cultivé ailleurs, même s'il il est mangé ailleurs par d'autres personnes. Il faut vraiment venir prouver que notre insecte est sans danger pour l'humain. Puis, au niveau de législation Québec, ben, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a... si on veut alimentation pour humaine, il faut répondre aux normes du MAPAC de alimentation humaine, donc au niveau des cuisines et tout ça. Et donc, encore là, c'est un peu plus compliqué parce que là, l'insecte est considéré un peu comme un bétail dans le sens où il y a un abattage. Donc, ça peut devenir un peu... des fois, c'est un peu compliqué pour un éleveur là, qui voudrait faire ça là, plus ou moins propre. Il faut quand même respecter des règles. Donc, c'est un peu pesant la réglementation en ce moment. Mais bon, il y a une ouverture, il y a des comités de travail, puis là, ça évolue, mais ça évolue quand même lentement comparativement à des pays comme l'Europe, l'Union européenne, qui sont vraiment plus avancés, là, point de vue réglementaire. Donc, j'ai mentionné au début de l'émission que vous ne produisez plus d'insectes là, comestibles là, pour les humains. Oui. Pouvez-vous me parler un peu, justement, des enjeux auxquels vous avez fait face? Là, on a parlé de législation, mais des autres enjeux auxquels vous avez fait face dans les dernières années. Là. Bien, en fait, il y a eu la pandémie, quelle surprise, qui a été difficile pour tous les domaines d'entrepreneuriat. Ouais. Dans notre cas, l'impact qu'a eu la pandémie, c'est qu'il y a eu un gros engouement pour les poules, en fait, surtout au début de la pandémie. Donc, les gens ont voulu acheter des poules, des canards, ont voulu se lancer dans l'élevage. Et nous, on vendait des ensembles d'élevage d'insectes aussi, que les gens pouvaient démarrer un petit élevage à la maison. Okay. Donc, pendant la pandémie, on a pu un peu survivre avec cette façon de faire-là, mais c'était quand même passager. Mais nous, à la base, on était des producteurs de viande. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'était du canard biologique, donc pour abattage. Et pendant la pandémie, bien, tout ce qui est abattage était excessivement compliqué. Donc, on n'a pas été capable d'abattre pendant la pandémie. Donc, on a simplement arrêté de faire des animaux à viande pendant la pandémie. Et là, quand ça commençait à reprendre et qu'on voyait enfin que ça allait bien, là est arrivée la grippe aviaire.
donc qui est une maladie excessivement contagieuse, excessivement mortelle, qui est amenée par les oiseaux migrateurs. Donc, un élevage comme nous qui est en plein air, donc ça impliquait de rentrer tous les animaux à l'intérieur, puis ça a eu beaucoup de conséquences. Donc, tout ce qui était en camp de petits animaux, échange d'animaux entre les éleveurs a été arrêté. Moi, j'avais des fournisseurs, je faisais des journées poussins où les gens venaient acheter leurs animaux de différents couvoirs, et les couvoirs ont arrêté de fournir les petites entreprises comme la mienne parce qu'eux ont eu des pertes, donc ces pertes-là ont répercuté sur toute la production. Donc, il y a eu beaucoup d'enjeux. Ensuite, il y a eu les coûts de transport, entre autres, qui ont été très difficiles. Moi, je vendais, comme je disais, les élevages d'insectes. On faisait livrer, mais à un moment donné, les coûts de livraison augmentent à coût d'1 $ de la fois, mais à un moment donné, ça devient... Exactement, le prix d'achat versus le prix de livraison avait plus de sens. Donc, c'était beaucoup de facteurs qui fait à un moment donné que... Oui, tu réajustes ton plan d'affaires temporairement pendant la pandémie, mais là, à un moment donné, quand il arrive trop de difficultés, bien là, il faut prendre des décisions parce qu'on veut en vivre. C'est une entreprise, on veut être capable de retirer de l'argent puis de se verser un salaire, puis ça devenait impossible. Il y a une limite à modifier son plan d'affaires constamment. C'était plus viable. Là. Exactement, c'est ça. Puis c'est beaucoup de temps, on ne se le cachera pas. L'élevage d'animaux, l'élevage d'insectes, c'est très long. Donc, si les ventes ne sont pas au rendez-vous, à un moment donné, ce temps-là, bien, il est plus justifié. Ouais. Oui, puis c'est dur à prendre comme décision parce qu'on a travaillé fort sur le projet, mais à un moment donné, il faut être ça. Il faut survivre. Hein? Oui, il faut survivre, c'est ça. Tu as parlé de pandémie. Malheureusement, je pense que la pandémie va nous affecter encore bien longtemps dans plusieurs sphères. Mais pendant ce temps-là, comme tu dis, il y avait toujours d'autres virus, d'autres maladies comme la grippe aviaire. Est-ce que le gouvernement avait des plans en place ou des projets pour vous aider là, à survivre justement les moyennes entreprises, les petites et moyennes entreprises là, de volailles comme la vôtre? Pas beaucoup, en fait. Les gens qui ont vraiment été atteints par la grippe aviaire, qui ont dû tuer des animaux et tout ça, ces gens-là étaient bien encadrés. Il y avait des protocoles, des remboursements et tout ça. Okay. Mais les petites entreprises qui ont eu des dommages collatéraux, il n'y avait aucun programme. Juste exemple, les animaux que je n'ai pas vendus parce qu'il y avait de la grippe aviaire, ces animaux-là ne sont pas compensés. Donc, beaucoup d'entreprises, des gens qui faisaient de l'écotourisme, les gens qui faisaient des visites de ferme et tout ça, qui ont dû cesser, ces gens-là n'ont pas eu de compensation là, pendant la grippe aviaire. Donc, rien du tout. Rien du tout. Puis toutes comme je disais, si je ne peux pas fournir de poussins à ma clientèle, je ne suis pas compensée pour cette perte de revenus-là. Ce qui explique vraiment la décision là, de... C'est ça, de se réorienter. Puis Vraiment dommage. Oui. Mais justement, vous êtes réorienté de quelle façon pour continuer de survivre quand même? Parce que je vois qu'il y a toujours un peu là, de volaille. Oui. La ferme est toujours active, peut-être moins active qu'elle l'était. La passion pour les animaux est encore là. J'aurais jamais pas d'animaux, ça c'est sûr. Donc, on a gardé vraiment quelques animaux reproducteurs juste pour une petite clientèle comme ça. Mais moi, en fait, je me suis pas tant réorientée. J'ai quand même poursuivi dans la même lignée. Okay. Maintenant, je travaille en certification biologique. Donc, pour l'organisme Québec Vrai, qui était mon certificateur à l'époque. Un peu par hasard, donc j'avais cessé ma certification. J'avais donné mon avis comme quoi je me certifiais pas. Okay. Et le directeur m'appelle pour voir pourquoi je ne suis pas certifiée et me dit, si ça te tente, on cherche des gens. Et moi, mon background, avant, je travaillais en salubrité alimentaire. Donc, je faisais des inspections, j'étais dans ce domaine-là, j'étais habituée de faire des audits et des inspections. Donc, je me suis joint à l'équipe de Québec Vrai maintenant, puis j'adore ça. Donc, je continue quand même dans le domaine. Je rencontre beaucoup d'entreprises, beaucoup d'élevages, puis oui, je les inspecte. Là. Je dois faire un travail rigoureux, mais je les accompagne quand même dans leur processus biologique. Donc, j'aime beaucoup ça, puis ça me permet d'être un peu dans la même, continuité. Oui, exactement, dans la même continuité. C'est spécial quand même, hein? Tout s'est bien placé, les cartes se sont bien placées. Oui, tout mon background, tout mon... Tu t'en es bien sorti. Oui, je pense que oui. Puis j'aime beaucoup ça, puis parce qu'il fallait aimer il fallait que j'aime ce que je fais maintenant pour pas avoir le regret de ce que je faisais avant. Donc, très contente de la suite des choses. Bien, excellent. C'est une super bonne nouvelle. Bon, c'est bon. Parfait. Écoute, je pense que j'ai assez tiré le temps. J'ai assez comme... je peux plus inventer de questions là, pour éviter de manger les bébites. Je pense qu'on est prêt à passer à la zone d'inconfort, mais avant, je veux te lever mon chapeau. Je veux te féliciter d'avoir eu autant de ténacité et de positivité pour être capable de t'en sortir malgré toutes les embûches auxquelles tu as fait face là, avec la pandémie et tout le reste. Donc, je pense qu'on est présentement prêt à passer dans la zone d'inconfort. Ça me tente pas vraiment. Je comprends pas pourquoi que je fais ça. Tu sais, je suis le genre de gars qu'au resto, je reçois un cheveu ou une mouche dans ma soupe, je vais péter ma coche, mais là, je vais volontairement manger une de bébite. Je t'ai préparé quelque chose qui va te surprendre. Non, je veux pas de surprise. Rebonjour, bienvenue
dans la zone d'inconfort. Je vais laisser le contrôle du reste de l'émission à Véronique parce que c'est elle la professionnelle. Elle va pouvoir nous expliquer qu'est-ce que je vais goûter et manger. On y va avec ça. On va te faire découvrir ça. Ben oui! En fait, là, je t'ai amené 3 insectes différents. D'abord, ici, j'ai la larve de mouche, qui, celle-là, n'est pas pour consommation humaine. Donc, c'est vraiment pour les animaux. Moi, je les vends en vrac à mon kiosque libre-service, vraiment pour les animaux, comme on disait tantôt. Fait que c'est vraiment la larve qui a été déshydratée. Fait que très, très riche en protéines pour les animaux, surtout une protéine super éco-responsable. Mais celle-là n'est pas pour consommation humaine. Donc, on met ça de côté. Ça me faisait un peu peur, la grosseur du sac. Là. Je suis bien content de le mettre de côté. C'est une gâterie. Oui, c'est ça. Ouais. Ensuite, deuxième type d'insectes que je t'ai apporté. Donc, comme ils viennent pas de ma ferme, ceux-là viennent de l'entreprise Tricycle à Montréal, donc quand même super local. Okay. Donc, ça, c'est du ténébrion meunier. Donc, encore là, c'est la larve du ténébrion à son stade de son plus développement, juste avant qu'elle se transforme en nymphe puis en adulte. Donc, c'est la larve qu'on consomme. Donc, ça a tout simplement été congelé pour être tué. Ensuite, ébouillanté et déshydraté. Tout simplement, il n'y a aucun assaisonnement, c'est 100% nature. Larve de ténébrion, oui. Je t'arrête. Les larves de ténébrion, ils ont-tu comme leur petite coquille déformée ou c'est pas formé encore? Ou... Non, exactement. L'adulte, c'est comme un petit coléoptère. Donc, la larve, c'est vraiment sous forme de larve. Elle a une peau en surface qui est un exosquelette, en fait. Okay. Donc, ça, c'est vraiment entier. Là. On va manger l'exosquelette, mais c'est mou, là. C'est pas dur. Un peu comme un homard. En fait, la carapace du homard, c'est un exosquelette. Donc, c'est le même principe, mais en miniature. Ça me fait penser, Véronique, tu me demandais en courriel si j'étais allergique aux fruits de mer parce que... Bien, en fait, c'est qu'il y a des certains composants, certaines protéines qui se retrouvent dans les insectes et dans les fruits de mer, justement dans la carapace, qui peuvent causer des allergies aux gens qui sont allergiques aux fruits de mer. Okay. Ce n'est pas instantané, ça dépend justement du type d'allergie de la personne. Donc, si on n'est pas sûr, on parle à notre médecin, à notre allergologue avant de consommer des insectes. OK, moi, je suis correct. Donc, c'est le ténébrion, ce que j'allais dire, très riche en protéines. On parle de plus de 50% de protéines. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Très riche en vitamine B12. Les gens, des fois, qui sont végétariens, végétaliens, peuvent manquer de vitamine B12. Donc, dans le ténébrion, il y en a. Okay. C'est un plus-value pour eux. Ensuite, j'ai des produits anthologiques qui, eux, sont dans la région de Saint-Hyacinthe, Saint-Pie, qui sont également certifiés biologiques. Donc, c'est pour ça que je les aime. On se rejoint dans nos valeurs d'élevage. Donc, eux, ils font du grillon. Donc, la différence, le grillon, c'est qu'on va le consommer à son stade adulte, donc entier. Donc, c'est vraiment tout le grillon entier qui va être prélevé. Et même chose, il va être cuit et déshydraté. Donc, j'imagine qu'il ne doit plus rester vraiment de pâte ou d'aile. Oui, ou de... tout est là, en fait. Mais ça disparaît, on va les voir, là, ça disparaît une fois le préparé, mais ils sont encore là, physiquement. On n'a rien enlevé, on n'a rien retiré. Le grillon aussi, un petit peu moins protéiné que le ténébrion, mais presque autant. On est à 45%, même déshydraté, peut-être plus que 50% de protéines. Et puis, donc voilà, fait que les deux sont deux insectes différents, des goûts un peu différents, mais c'est les deux insectes qu'on va consommer au Québec. D'accord. Donc, si on regarde visuellement, ici, on a le ténébrion. Donc, il y a des tout petites pattes, mais on les voit pas, ils sont comme disparus. La larve va avoir des tout petites pattes. Fait que ça nous fait vraiment comme une petite coquille. Je les manipulerai pas. Okay. Juste pour l'hygiène, là, mais c'est vraiment, donc c'est très, très, très sec, c'est très croustillant. Ici, on a les grillons nature et j'en ai aux épices cajun. Donc, vraiment, le grillon est entier. On peut un peu distinguer la forme, mais c'est un peu flou. On voit plus vraiment là, que ça ressemble à un insecte. On a une petite pinotte. Oui, exactement. Mais, en fait, l'insecte, on ne va pas le consommer comme ça. Non? Au même titre qu'on ne va pas manger, mettons, une grosse poignée de graines de lin. Okay. C'est pas fait pour être mangé comme ça. Okay. Ou mettons même une poignée d'arachides nature. On ne va pas manger ça nature. C'est pas intéressant. Donc, l'insecte, il faut le voir de cette façon-là. Donc, le but, c'est de l'apprêter. Donc, entre autres, justement, comme les petits grillons cajuns, ils ont une petite épice dessus pour les assaisonner. Donc, moi, je t'ai fait le repas d'une journée à base d'insectes. Donc, comme ça, ce qui est intéressant, c'est l'aspect de rajouter des protéines locales. Donc l'insecte, il faut l'avoir un petit peu comme une garniture, c'est ce que tu me dis, là. C'est un ingrédient, au même titre que les autres. Exactement, c'est au même titre que les autres. On peut l'utiliser à plus ou moins de pourcentage. On peut l'utiliser juste pour un petit quelque chose de plus ou on peut l'utiliser pour être vraiment la base de notre recette. Le meilleur exemple, un smoothie. On va rajouter des protéines en poudre, les protéines de lactosérum et tout ça. Donc, on pourrait venir rajouter une poudre d'insectes parce que le grillon, entre autres, ça fait en poudre facile à utiliser. Donc, on viendrait rajouter notre poudre d'insectes.
Juste pour pas me tromper, je pense que 2 cuillerées à table de poudre, c'est 10 grammes de protéines, si je me trompe pas. Fait que c'est facile de venir se faire un smoothie protéiné. Donc, ça peut devenir notre protéine principale ou ça peut devenir juste un petit plus de protéines. Donc, pour les gens qui s'entraînent, là, beaucoup, là, c'est... Pas nécessairement les gens qui s'entraînent, juste monsieur, madame, tout le monde. Des fois, on manque un peu de protéines dans notre journée ou on consomme beaucoup de protéines de viande ou on va consommer beaucoup de protéines le soir, souvent au souper, tandis que des fois, en matinée, dans la journée, on va en manquer, donc c'est facile de l'intégrer. Fait que je t'ai préparé un petit repas protéiné. Donc, je t'explique. Alors ici, j'ai un petit déjeuner. Donc, un petit yogourt avec un granola et des ténébrions. Donc, au lieu d'avoir des noix dans mon granola, j'ai des ténébrions. Donc, c'est plus local, mais noix qui n'ont pas... Mais t'as des noix aussi. Non, il n'y a pas de noix. Il y a pas de noix? Peut-être qu'il y en a dans ce granola-là que j'ai pris. Je pense que non, mais j'ai pris un petit granola commercial. Là. OK. Donc, justement, au lieu de prendre des noix qui ont fait la moitié de la terre pour venir jusque chez nous, on sait en Californie, en fait, il y a beaucoup de sécheresse avec les amandes et tout ça. Bien là, j'ai un ténébrion qui est local qui remplace mes noix. OK. Donc, je t'ai préparé un petit yogourt. Ensuite, en cours de déjeuner, tu vas avoir un petit creux. Ça fera une collation. Donc, j'ai fait des boules énergie. Ça, c'est une recette que moi, personnellement, je fais vraiment super souvent. Des recettes de boules énergie, il y en a plein sur Internet. C'est de l'avoine, le purée de date, ces choses-là. On passe au robot, on fait une petite boule. Donc, à l'intérieur de celle-là, j'ai intégré de la poudre de grillon. Et là, tantôt, comme ça, à l'improviste, j'ai décidé d'en faire les 2 petits ici. Ils ont des petits ténébrions en plus sur le dessus. Une petite garniture. Une petite garniture de ténébrions. Merci, t'as passé à moi, t'es bien fine. Mais sinon, t'as celle-là avec juste la poudre de grillon. Okay, donc, on le voit pas. On peut passer ça aux enfants, personne ne le sait. Puis, j'ai fait le calcul quand je l'ai rajouté dans ma recette. Chaque petite boule, j'aime rajouter 1 gramme de protéines avec la quantité de ténébrions, de grillons que je mets dedans. Fait que ça va vite, ça, de se rajouter des protéines dans notre journée par petite boule. Donc, si on en mange 3-4, ben, on vient se rajouter un petit bout de protéines, plus les protéines dans l'avoine et tout ça. Un peu de cocoa, j'imagine. Oui, c'est ça, exactement. Un petit peu de miel pour le sucrant. Donc, vraiment une recette super saine, très facile à faire avec des ingrédients quand même assez locaux. Et ensuite, ben, si tu du plus du type salé, je t'ai fait un petit nachos. Donc, oui, un petit nachos. Petite salsa des légumes du jardin de mon conjoint, une petite sauce piquante sur un petit Tostitos avec des petits grillons cajun. Pour aller chercher un petit assaisonnement. Fait que c'est ça, avec un assortiment, si t'es plus sucré, salé, tu peux y aller comme tu le sens. C'est-tu, Véronique, je pense que je vais laisser ça à mon équipe. Non. Non? Non. Non, on est là pour ça. Ah, OK. Écoute, moi, maintenant... On est dans l'ordre des repas. Oui, vas-y. Dans l'ordre des repas, déjeuner? Oui, un petit déjeuner. Petit déjeuner, après ça, un petit snack. Donc, le goût, moi, que je donne un peu, la référence aux gens, c'est un peu graines de tournesol. C'est un peu à ça que ça va ressembler comme goût. OK. Consistance... C'est croquant. C'est croquant. Oui, c'est croquant. C'est croquant. OK. Je sais pas. C'est pas grave. Pas de fruits. J'ai eu une petite fraise pour la déco, là, mais... Puis dans les fraises, quand on mange nos fruits de saison, il y a des insectes dans les fruits. Il ne faut pas virer, on en mange des insectes. Je sais. Mais c'est parce que je le vois, là, il pendouille de la cuillère. OK. L'Aheim, hein, c'est ça qu'on dit? L'Aheim, cheers. Il n'y a pas de goût particulier. Non. As-tu un bon close-up, mon cher Daniel? Parfait. OK, on y va. Ça, c'est comme quand j'ai sauté de l'avion. Je peux fermer mes yeux. Ça, j'aurais pas fait. Non, mais j'ai comme fermé mes yeux pendant une fraction de seconde. Je pense que je vais faire ça, ça va passer plus facilement. Là. Après ça, c'était correct. Là. Tu sais, l'odeur de la fermette aussi, ça... Ça sent très bon, ma ferme, on est. Ouais. Ça vient ajouter un petit quelque chose. Rien de particulier? La crunch. Oui, bien, il y a le croquant du granola, il y a le croquant de l'insecte qui se mélange. Donc, je ne pas savoir lesquels. Exactement. C'est ça. On va y aller avec une dernière. La fraise doit aider pour le goût. Ouais. Non, je le sens dans ma bouche. Là. OK. Fait que ça, c'est un déjeuner. On vient se rajouter des protéines facilement. Bon, maintenant, on est en après-midi. Oui, on a un petit creux. On est en train de regarder une petite émission là, télévisée. On a un petit creux, on a faim. On va chercher une petite boule protéinée. Boule énergie, exactement. Une petite boule énergie avec... Avec ténébrion ou juste avec poudre de grillon? Ben écoute, Véronique, je me suis déplacé. Je prends ton temps. Fait que je me sentirais un peu impoli de ne pas le prendre avec mes ténébrions. Ben, c'est pas les miens, mais c'est ce que j'élève. Ouais. Ça, en fait, moi, c'est vraiment quelque chose que je fais souvent. C'est une recette super facile.
C'est vraiment nutritif. On n'a pas de goût particulier d'insectes. OK, là, je sais pas si vous voyez un peu. Ouais. Là, mais Ben là, ils tombent un peu, c'est ça. Je les ai mis dernière minute. J'aurais pu les intégrer dedans. c'est correct. Ils sont encore un peu pris après. Je sais pas si vous le voyez bien ici là, à l'écran. On va faire un petit zoom comme il faut. Parfait. Donc, je me lance. Ah! Ouais. Ça goûte bon. On pourrait pas savoir. Là. Avec la poudre de grillon, c'est super facile de se faire plein de recettes. Non, parce que oui, il y a de la poudre de grillon Oui, ça, il y a de la et poudre. Puis il y a le petit ténébrion en bonus. un petit topping là, Ouais. aussi. Là. Ouais. OK. OK. Ça goûte... on va peut-être laisser faire au complet? Ça goûte la boule d'énergie. OK. Ça, Mon ben, en fait, caméraman me demande de la manger au complet. On a une entente après pour ça, par exemple. Ça, dans le fond, on fait la recette qu'on aime de boule énergie. On rajoute une demi-tasse de poudre de grillon, puis on vient de rajouter du contenu de protéines facile. Là. Que je me vois mal essayer de manger ça à mon petit. Mais j'imagine quand ils sont habitués, puis que ça fait partie de leur vie, tout ça, que ça doit être quand même assez éventuellement facile. Là. De mon expérience en dégustation, les enfants n'ont pas le dédain des insectes. C'est nous, les adultes, qu'on leur inculque que les insectes, c'est pas bon, puis que c'est poison, puis c'est dangereux. Donc, ils sont plus ouverts à goûter. En dégustation, les enfants vont spontanément venir goûter aux insectes. Ils sont curieux, c'est nouveau. Puis ils n'ont pas, eux, ce blocage-là justement de dédain. Donc ça, j'allais vu très, très souvent en dégustation. Puis les enfants vont spontanément essayer. OK. J'ai de quoi poigner les dents, mais je ne veux pas savoir c'est quoi. Là, tu tombes, par exemple, dans ma palette. On s'en va manger des nachos. Ouais. Peux-tu me parler un petit peu de ta recette? Ben, en fait, c'est une petite salsa du jardin. Il y a une variété de petites tomates. On avait des petites tomates zébrées, vertes et violettes. On a mis ça en salsa. Du jardin, en plus. Hey, rien de moins. Poivron, oignon. Qu'est-ce que j'ai mis? Un peu d'épices. J'ai mis une petite goutte de sriracha pour le piquant, un petit piment fort. OK. Tout simplement. Puis un petit peu de vinaigre pour la conservation. Puis j'ai mis sur le dessus, c'est topé avec des grillons cajun. OK. Pour aller chercher un petit peu le petit goût. Du mexicain. Là. Exactement. Mais c'est pas très piquant. Là. Je sais pas ton tolérance au non, piquant. c'est correct. J'aime ça épicé. J'aime ça épicé. Encore là, on pourrait se faire une assiette de nachos. On met nos garnitures préférées. On met nos ténébrions. On peut les faire gratiner en plus. Donc... Je dis ça de même, mais j'ai l'impression, là, j'ai peut-être les shakes un peu, mais j'ai l'impression que ça me dégoûte un petit peu moins que les ténébrions. Comme j'ai dit tantôt, on dirait une petite arachide. Là, Ils sont encore croquevillés, donc... Ouais, c'est ça. OK. Bon, fait que... Avec la petite salsa fresca spéciale vermeille. Exactement. OK, j'y vais. Attendez. Juste... On voit les petites pattes et tout, là. Ils sont entiers. Cru, c'est spécial. Juste l'insecte en tant que tel... Ben, on goûte beaucoup le goût, un coup caramélisé un peu. J'ai beaucoup le piquant là, du cajun, oui. Ah, tu sais, tant qu'elle est à Rome. Hein? C'est bon. Ça, on pourrait pas le savoir. Exactement. Avec les chips, etc. Je pense de prendre une recette qu'on aime, puis de rajouter des insectes, c'est un peu là la clé. Si on va chercher une recette sur Internet qu'on connaît pas, mais si je prends une recette que je fais puis que je rajoute des insectes, ben ça devient facile à... Avant le mot de la fin, est-ce que tu aimerais présenter justement un peu rapidement, peut-être là, les compagnies qui nous ont fourni aujourd'hui nos merveilleux insectes? Oui, bien en fait, ça. Donc, il y a Tricycle qui sont à Montréal, la vitrine ento-technologique, qui eux ont un programme aussi de transfert de connaissances au niveau de l'élevage de ténébrions. Okay. Et on a Entomologique, donc dans la région de Saint-Pie, qui sont certifiés biologiques, qui ne font que du grillon. Il y a le site web de la filière des insectes comestibles du Québec, où il y a un répertoire avec tous les éleveurs d'insectes. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. C'est super apprécié. C'est quand même pas si mal. C'est pas si mal. Je veux dire, c'est quelque chose auquel on pourrait facilement s'habituer. Oui. Et je dis à tout le monde à la maison, on se voit la semaine prochaine à une autre émission de Zone d'Inconfort.